Donc bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau podcast en ligne, le podcast Chrysalis qui concerne le yoga et la sophrologie. Ce programme que j'ai mis au point avec Margot qui est avec moi. Margot, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu ? Ça va. Je suis content qu'on se réunisse du coup aujourd'hui pour faire un nouveau débrief, tenir un peu au courant les personnes qui suivent ce podcast. Et enchaîner peut-être sur d'autres sujets. Aujourd'hui donc, prenez le temps de vous installer, prenez le temps d'écouter le podcast quand vous faites du sport, quand vous faites de la cuisine, quand vous êtes en train de faire un trajet, quand vous êtes en train de vous balader. Voilà, mettez ça dans vos oreilles parce que ça vous permet de discuter intérieurement aussi par rapport à ce qu'on dit et vous d'en tirer après vos propres conclusions. On va commencer par discuter de la première séance qui s'est déroulée concernant le programme. Donc on va faire un débrief de cette première séance, de ce qu'on a vécu, de comment on a ressenti les choses, de comment on a ressenti chaque personne aussi, sans nommer personne. Que ça on garde leur anonymat et s'ils ont envie de se manifester plus tard, ils le feront. Donc on va faire un débrief. On va aborder un sujet qui... je pense, fait sens avec ce début, parce qu'il s'agit avant tout, quand on se replie comme ça dans notre chrysalide, dans le fait d'opérer une transformation, donc pour tout ce qu'on a prévu en fait dans ce programme, je trouve que ce qui est important, c'est de descendre profondément à l'intérieur de soi. Et du coup, nous, on offre ce cadre pour descendre profondément à l'intérieur de soi, mais un cadre qui n'en est pas vraiment un. Et on le verra à l'avenir parce que dans les profondeurs, on fait souvent face à notre ombre, à ce qui est négatif, et c'est un peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et on va essayer de voir en quoi cette ombre, cette peur parfois qui est logée à l'intérieur de nous au sujet de la progression vers nous-mêmes, en quoi elle peut représenter des barrières, et comment aller au-delà de ces barrières pour en tirer quelque chose. Donc c'est tout le principe de ce dont on va discuter aujourd'hui, comment faire face à son ombre en gros, et quel lien ça a avec le programme. Mais on va commencer par le programme. Donc la dernière fois, on était mercredi 18 septembre, et on a fait la première session donc avec le groupe complet pour le programme Chrysalis. J'ai été content parce que on a des profils très différents, très atypiques. On a de tout âge, on a un mélange de masculin et féminin aussi qui est bien équilibré. On a les 8 personnes, et avec nous du coup ça fait 10, c'est assez complet, il fallait pas que ce soit un trop gros comité, donc on est sûr de pouvoir cheminer là et créer de belles connexions, parce qu'on a vu, de par cette première séance, que la glace était capable d'être vite brisée entre certains profils, et que d'autres avaient besoin de plus de temps aussi. Mais en une séance, je suis quand même stupéfait de voir que l'échange a été assez libre, assez aisé. Et on a des profils de fous, quoi. On a des gens qui ont quand même chacun leur manière de s'exprimer, chacun leur manière de dire les choses. Et en ça, j'ai trouvé que c'était très enrichissant. En plus, la position qu'on a, toi et moi, on en avait déjà parlé dans les podcasts précédents. Un coup, on est professeur, un coup, on est élève. C'est quand même... on alterne même pendant la pratique, donc même quand on discute avec eux à la fin, on retrouve cette place où à la fois on les guide, mais en même temps on prend des leçons de leur retour, et ça crée un échange non hiérarchisé. Vu qu'il est non hiérarchisé, il est plus sain, je trouve, cet échange. Quelques mots, toi, comment globalement tu as senti cette première séance ? Moi, j'ai adoré cette première séance avec le groupe. Donc, toutes les personnes se sont rencontrées mercredi et il y a déjà eu une super entente. Je trouve que pour une rentrée, habituellement, les personnes au début sont un peu timides, n'osent pas se parler. Et là, il y a tout de suite eu le feeling quand même entre les membres du groupe, alors que ce sont des personnes vraiment très différentes, parfois même opposées. Et effectivement, comme tu dis, c'est très bien partagé, même au niveau hommes et femmes. Enfin voilà, on a presque autant d'hommes que de femmes. Donc voilà, je suis déjà très contente du groupe.
dans ce qu'il représente, voilà, parce que je pense que chaque personne sur cette terre peut s'identifier à une personne qui est dans ce groupe. Au moins une personne. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et c'est vrai que de prendre la place du professeur et de l'élève en même temps pendant une pratique, en fait c'est tellement agréable parce qu'on se met totalement à leur place. J'avais commencé la pratique, après toi tu as fait la tienne, et pendant que tu faisais ta pratique, du coup moi je me suis vraiment mis à faire avec tous les élèves, et d'un coup je faisais partie du groupe Chrysalis et j'étais de l'autre côté en fait. Et du coup on peut voir vraiment le côté prof, le côté élève, et on peut se mettre à leur place aussi. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment aimé la séance de mercredi, et j'ai déjà très très hâte de continuer le programme. Voilà, c'était juste la toute première séance. Voilà. C'est cool cette idée donc de se mettre à leur place, parce que ça nous donne la capacité de mieux comprendre leurs besoins. Et je pense que toute forme de pédagogie devrait s'inspirer de ce modèle-là, parce que mieux on comprend les besoins de la personne à qui on enseigne, et mieux on peut transmettre quelque chose d'ajusté pour elle, et qui lui permet de la faire progresser selon ses codes à elle. Et aujourd'hui, juste une brève parenthèse, quand on va à l'école, souvent les professeurs respectent un programme. C'est rare qu'ils essayent de s'adapter ou de se mettre à la même place que l'élève, du moins sur un pied d'égalité avec lui, parce qu'il y a cette hiérarchie justement, et donc du coup on s'en tient à transmettre un programme, qu'il soit reçu ou non par certains, ben ça fait pas la différence, on transmet la même chose, et il peut y avoir des profs qui cherchent à s'adapter, et ça moi je l'ai vécu dans mon enfance, hein, dans les écoles où j'ai été, école, collège, lycée et tout, quand j'étais vraiment petit. Et j'ai été inspiré par ces formes d'enseignement où le professeur était capable d'apprendre avec nous. Ça m'est beaucoup plus arrivé au lycée, mais je retrouve du coup ce qui m'a le plus inspiré dans l'enseignement, c'est-à-dire quand j'ai été élève vraiment, ben je le retrouve encore ici parce que je peux garder cette place-là et en même temps mieux comprendre ceux à qui je transmets, donc ça les fait progresser différemment et même plus vite que quand on cherche à donner la même chose, la même éducation à tout le monde. Il y a un truc avec lequel je suis pas d'accord, quand il y en a qui voient ce qui va pas dans le monde, quand il y en a qui parlent de politique comme on peut voir sur les réseaux, quand il y en a qui parlent de la planète ou des problèmes de plus grande envergure, ils parlent de éduquer les gens. Et ça, je suis pas vraiment d'accord parce que, à mon sens, une seule éducation ne fera pas la différence. Il faut donner la possibilité à tout le monde de trouver ses propres codes. Et je pense que quand tout le monde est en accord avec lui-même, il a à cœur de respecter ce qui l'entoure. Et c'est une grave erreur pour moi que de vouloir uniformiser, mettre tout le monde sous la même bannière, sous les mêmes codes, parce que ça fonctionnera pas. C'est peut-être ce qu'on a fait depuis longtemps et qui aujourd'hui s'essouffle. On le voit dans notre monde aujourd'hui, il y en a plein qui sont pas heureux, et je pense que pour moi, de base, c'est ces gens malheureux qui se rendent pas compte que ils polluent, ou qu'ils ont des rapports inhumains avec la politique, ou des trucs comme ça, ou qui sont plus égocentriques. Parce que, en fait, les gens se rendent pas compte qu'ils n'ont pas eu accès à leurs propres codes et qu'ils appliquent des codes qui sont pas les leurs. Et à mon sens, éduquer les populations, entre guillemets, pour respecter le climat ou des trucs comme ça ne changera rien. À mon avis, quand je vois ce qu'on est capable de donner nous dans notre programme, je me dis ça a le potentiel de rendre ces personnes-là plus heureuses, et c'est une base qui est nécessaire si on veut après leur transmettre des idées comme il faut respecter ce qui vous entoure, ou des trucs comme ça, ou il faut que vous soyez responsable, que vous vous intéressiez à votre pays pour pouvoir le faire progresser et tout. Voilà, les gens n'ont pas envie de s'intéresser à ce qui les entoure aujourd'hui parce qu'ils sont pas assez heureux, ils sont pas assez épanouis. Et quand on accède à un enseignement comme on a pu le vivre mercredi soir, on se rend compte du potentiel, on voit que d'un coup les gens se livrent, parce qu'on a fait à la fin le partage des vécus, comme on le fait d'habitude. Et dans le partage des vécus, on a eu de l'authenticité à balle, parce que chacun est venu livrer un peu son ressenti, mais vu qu'il avait déjà fait un peu dans les initiations, au moins une fois pour chacun, là du coup ils se sont livrés
d'une nouvelle manière. Ils se sont livrés en conscience qu'ils allaient être avec le même groupe pendant toute l'année. Donc en fait, ils ont très vite lâché un peu de lest en mode quitte à commencer à parler de ce que j'ai ressenti, autant dire vraiment les choses. Et il y en a plein qui n'ont pas forcément eu le même point de vue, le même ressenti. Il y en a plein qui vivent pas les choses de la même manière. Et c'est cool de pouvoir le recroiser sans animosité, de pouvoir exposer ces points de vue-là et recevoir le point de vue de chacun sans avoir besoin de le changer ou de le mettre sur une même base, sur des mêmes codes. Donc voilà moi ce que ça m'a inspiré un peu ce partage et surtout la pédagogie qui se met en place naturellement, où je te dis il n'y a pas de hiérarchie et il y a un équilibre naturel qui se crée du fait qu'on garde notre place d'élève dans ce programme. Est-ce que ça t'inspire un truc ou C'est parfait tout ce que tu as dit là, j'ai pas besoin de rajouter. Non mais dis-le que c'est parfait ce que j'ai dit. Non, je ne dirais pas ça. Non, je te rejoins totalement et surtout même pendant le partage des vécus. Ça j'avais déjà dit je pense dans un précédent podcast, mais les personnes quand elles nous partagent leur vécu et qu'elles nous font part de leur expérience vis-à-vis de la pratique, nous après on peut l'adapter par la suite. Par exemple là il y a 2 personnes qui nous ont dit que la pratique était trop courte, ils l'ont trouvée trop courte et pourquoi pas pour les prochaines fois adapter et tester en faisant un peu plus long, en laissant plus de temps de pause, etc. Mais ce qu'il y a c'est qu'on sait qu'il y a des pratiques qui vont être super longues. Donc on le sait de base et comme je leur ai dit ce soir-là, en mode les gars, là c'était de la respiration, entre guillemets, sans dévoiler ce qu'on a fait vraiment, c'était de la respiration et une base de sophrologie. Cette base elle a été courte parce qu'en fait il leur fallait pas répéter pendant super longtemps, et ce qui est très important surtout, c'est que c'est pas juste un cours de yoga ou un cours de sophro. On leur donne à la fin un support papier sur lequel il y a les exercices qu'on a fait dans la séance. Donc s'ils ont trouvé trop court, moi à la limite je suis un peu content. Je suis un peu content parce que du coup ils vont être là en mode je vais quand même leur faire parce que c'était trop court. Et on n'est pas là non plus pour les satisfaire ou les combler à 100%. Le but c'est qu'ils soient autonomes, comme on a déjà dit dans les autres podcasts, et ils peuvent trouver cette autonomie en faisant aussi des pas vers eux-mêmes, et s'ils attendent trop de nous et qu'on leur fait tout à 100%, ce sera pas équilibré, et au bout d'un moment ils vont finir pas par dépendre, mais bon, par toujours attendre au moins que ce soit assez long ou des trucs comme ça. Et ça du coup ça rejoint un peu le cadre dont je voulais qu'on parle, parce que on se rend compte que parmi eux il y en a qui sont carrément là en mode de vacances, en mode ouais je vois le genre, tu vois, genre tout est clean, y a pas de souci. Et il y en a d'autres, ils ont besoin d'un cadre, d'une heure bien précise, d'être sûr à quelle heure ils vont partir, de combien de temps ça dure exactement. Et ça par exemple c'est 2 profils opposés qui sont présents dans ce programme, et j'adore parce que du coup on sent la nécessité d'un cadre, parce que les gens ont besoin d'être accompagnés, mais en même temps on va les amener à être plus autonomes, donc on sait de toute façon qu'on va détruire ce cadre, et on sait qu'on va les faire plonger hors du cadre, et donc du coup dans des choses qui des fois leur font peur, que ce soit au niveau de leur corps physique, des sensations qui peuvent être des fois désagréables, que ce soit au niveau de leurs émotions, quand on leur fait aller chercher des choses qui peuvent être plus noires ou quoi. En fait on va les faire passer par les profondeurs. Et les profondeurs, la négativité, la noirceur de ce qu'on est, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir y faire face, il faut savoir garder son soleil intérieur, entre guillemets, pour pouvoir ne pas se perdre dans la nuit. Et du coup, ok, on sait qu'on va se réadapter, tu vois. On va se réadapter en mode, bien sûr qu'il y a des trucs que si on jauge qu'on peut faire plus long, on le fera plus long, mais c'est bien aussi qu'on n'applique pas exactement ce qu'ils veulent, pour qu'ils aient une part de recherche, une part d'envie de faire les choses aussi de leur côté. Sinon ça n'a pas de sens et on leur fait tout. Donc ça me permet de faire une transition merveilleuse. Moi, je voulais qu'on aborde du coup ce sujet de l'ombre aujourd'hui, de cette part de nous qui nous fait peur, entre guillemets. Ça peut être tous les aspects de nous qui vont révéler la colère, l'injustice, le manque d'épanouissement ou des trucs comme ça. Et je voulais qu'on aborde ce sujet dans le sens de comment dealer avec ces parts de nous.
Je vais commencer par un aspect que moi j'aime bien utiliser à bon escient, c'est-à-dire en faire une force. La colère, notamment, c'est une énergie qui est assez vive des fois, qui peut nous submerger et qui peut nous faire serrer les poings très fort. Donc dans l'aspect physique, ce que je ressens de la colère, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui me dynamise, qui brûle un peu. Et au début, la colère, quand je la laissais m'envahir, j'étais pas fier de ce que je faisais, parce qu'après je constatais que j'avais cédé à un truc que je traduisais mal à l'intérieur de moi. Mais quand je me suis mis à traduire la colère différemment, je me suis dit, mais attends, tu peux en faire une force aussi. Et c'est pour ça qu'après d'avoir une routine physique, comme on a pu en parler dans d'autres podcasts vis-à-vis de la discipline, la routine physique, par exemple, elle m'a servi à évacuer ma colère. Elle m'a servi à utiliser ce dynamisme pour apaiser un peu les tensions. Et j'ai fait quelque chose de ces tensions, entre guillemets. J'ai pas juste été en tension et après j'ai rien fait. Non, j'ai été en tension, et si j'ai senti que j'avais été en tension, en fait la séance de sport que je faisais dans la journée, ou même les 2 jours après, ça pouvait arriver, bah du coup, genre si ça m'arrivait le week-end, des fois je faisais ma séance de sport 2 jours après, bah du coup quand je faisais mes séances de sport, ça m'apaisait. Et en fait mon corps était en contrôle de ces tensions, parce que j'avais l'habitude de lui donner une sorte de nourriture, tu vois, comment on peut dire, d'exutoire, un espace où il pouvait maîtriser ses tensions par le biais d'une contraction et d'une relaxation, par le biais d'un mouvement répété lié à la musculation, ça peut être des pompes ou des trucs comme ça. Et le simple fait de s'exercer à maîtriser ses tensions, je trouve que la colère, du coup, on la vit très différemment. Et quelqu'un qui se laisse aller, on va dire, à des excès de colère parce qu'il serait que dans un seul aspect, ça existe, mais pour moi c'est pas quelqu'un qui est en maîtrise de ses tensions. C'est quelqu'un qui, malgré qu'il travaille son corps ou quoi, se laisse toujours submerger par ses tensions. Donc voilà, il y a toujours des fois cette image de l'homme un peu bourru qui fait de la muscu et qui a pas de cerveau, et c'est vrai que ça existe, mais pour moi c'est pas des hommes en place, c'est des gens qui ont fait qu'une part du boulot, qui est purement physique, et qui ne se sont pas posé des questions sur comment traiter leurs émotions, qui est pourtant un aspect tout aussi important que le physique. Donc voilà, par exemple, du coup j'ai commencé avec la colère. Est-ce que toi, avec la colère, tu pourrais me dire comment tu la vois, et est-ce que tu arrives à t'en servir différemment quand tu es en colère? Généralement, comment tu fais passer ça? Est-ce que tu décides d'y céder, ou est-ce que tu as un peu des techniques, des trucs à toi pour vivre différemment cette colère quand ça t'arrive? Bah, pour moi, la colère, moi, elle est tout de suite. Du coup, ça reprend le podcast dernier, mais elle est en lien avec les valeurs pour moi. Parce que je suis en colère quand une personne n'a pas respecté mes valeurs. Et par contre, non, j'avoue que même en tant que sophrologue, parfois j'ai du mal à gérer cette colère. J'arrive pas à. Vas-y, tu veux. Bah, du coup, tu dis que c'est quand une de mes valeurs n'a pas été respectée, mais ça vient automatiquement de l'extérieur, du coup, cette colère, ou elle peut venir de l'intérieur? Parce que je dis, c'est quand quelqu'un n'a pas respecté mes valeurs, mais est-ce que toi, des fois, tu peux être en colère de toi? Non. Ok. Non, non. Non, non. Enfin, j'ai pas. T'es Non, pas en colère à propos de toi, des fois? non. C'est vrai que quand on y pense. Bon, alors là, tout de suite, ça me vient pas en tout cas. Non, la colère, vraiment, moi, c'est toujours par rapport à quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui va me mettre en colère, quelque chose que j'entends ou que je vois. Mais c'est rarement. Je sais pas, genre basique. Ça t'est jamais arrivé de... Tu fais un gâteau, tu mets dans le four, t'es un peu éclaté, tu oublies, tu reviens et tu dis mais quel connard, tu vois, parce que le truc, tu t'en es pas occupé et il a mal cuit, tu vois. Genre, c'est pas une sorte de colère envers soi-même des fois que d'être face à son propre échec et de se dire que c'est moi seul qui suis à l'origine de ça et que je m'en veux d'avoir raté ça, tu vois. Pour moi, ça, c'est plutôt de l'énervement. En fait, c'est la nuance qui est entre la colère et l'énervement. L'énervement, il est parce que c'est quand on est énervé, c'est que quelque chose nous facilite pas la tâche. Et du coup, ça nous met dans un état énervé. Mais c'est pas de la colère. Pour moi, il y a vraiment une nuance entre les deux.
Voilà. Montre-moi ce que c'est la différence du coup. La différence, c'est que la colère, elle est liée aux valeurs, alors que l'énervement, c'est vraiment une situation, c'est la situation que j'ai faite ou que quelqu'un a fait qui ne facilite pas la tâche. Là, quand mon gâteau, même il est trop cuit, ou j'ai cassé un verre. Admettons, je viens de casser un verre, je vais me mettre en colère. Enfin non, du coup, je vais m'énerver. Même moi, je me Tu plante. fais avoir à ton propre jeu. Ouais. Mais on s'énerve souvent. Mais se mettre en colère, c'est vraiment quand... La colère, c'est fort comme émotion. C'est Ouais. très très fort. Ouais. Très puissant. Et parce qu'effectivement, ça fait ressortir les ombres. Quand on est en colère, d'un coup, on se reconnaît plus très souvent. Et on n'est plus à l'image qu'on a envie de... Enfin, en fait, ça représente plus l'image qu'on veut donner aux autres. On aime rarement la personne qu'on est quand on est en colère. Parce qu'on va même dire des choses qui peuvent blesser. En fait, on se met plus de filtres et... Ouais, c'est plutôt ça la colère. Mais la colère, c'est très violent. Hein. Ok. Très bien. Merci pour ce partage, parce que moi, j'avais pas forcément visualisé une nuance entre colère et énervement. Donc ça me permet d'attraper, on va dire, ce concept avec une autre vision. Du coup, je voulais par exemple mettre en parallèle une autre émotion qu'on peut ressentir et qui nous amène à voir les parts sombres. Ça peut être l'injustice. Et donc, en parlant de l'injustice, comment moi je transforme l'injustice? Généralement, si je me sens touché par l'injustice, aujourd'hui en tout cas, j'ai tendance à dire tout haut, tout fort ce qui va pas. Et il faut que pour ça je me retrouve seul. Et cette expression de l'injustice, elle me permet de revenir à quelque chose de plus commun. Parce qu'en fait, l'injustice, chez moi, elle va toujours toucher un truc où je me dis, putain, fait chier que ce soit comme ça, fait chier que ce soit injuste comme ça. Mais c'est pas juste pour moi. Généralement, l'injustice, elle vient me toucher quand je prends conscience que ça arrive à moi, mais que ça arrive à d'autres. Et je suis pas là en mode non, mais ça arrive à d'autres, t'inquiète pas. Non, justement, je suis là en mode fait chier que ça m'arrive à moi, mais que ça arrive aussi à plein d'autres. Et du coup, je suis là en mode ça suffit. Généralement, je lève les yeux au ciel et je dis on arrête avec ça. Il y en a marre que tout le monde subisse ça ou un truc comme ça. Et donc, du coup, ça peut être pour des aspects de la société, ça peut être pour des aspects parfois financiers, ça peut être pour des aspects en fait qui rendent les gens esclaves, on va dire, et qui les forcent à mener une vie qu'ils ne veulent pas mener. Et ce genre d'injustice, je sais qu'on y est tous sensibles, qu'on s'est tous sentis pas libres face à certaines situations, parce que du coup on s'engage dans un truc où on doit rendre des comptes. Et ce truc de rendre des comptes, des fois, il produit une forme d'injustice, mais qu'on vit collectivement, parce qu'on se dit, je suis pas libre de faire ce que je veux. Je suis allé loin dans un engagement. Ça peut être relationnel ou même une entreprise ou un truc comme ça. Et donc du coup, quand ça dérape, pourquoi on vit la chose comme ça, c'est triste. Et donc du coup, moi généralement, quand je suis touché par l'injustice, le moyen que j'ai de transmuter cette injustice, c'est d'y répondre en demandant que ce soit réglé pour moi, mais pour tous ceux qui vivent cette injustice. Et je suis plus à l'aise avec ça, plutôt que de juste me dire ouais, ça, t'inquiète, ça arrive à d'autres. Et généralement, on n'en fait rien. C'est normal, du coup. En fait, on normalise la chose quand on se dit juste que ça arrive à d'autres. Et alors que l'injustice, moi, elle vient me toucher et elle alimente aussi ma motivation dans le fait de me dire putain, j'ai galéré à trouver un toit pendant tant de jours et tant de mois. J'ai enfin trouvé un toit. Et là, je tombe sur des gens, ils n'ont pas de toit aussi. C'est injuste, j'ai vécu cette injustice, j'ai envie de tout donner pour que si jamais il y en a un qui débarque comme ça dans la ville, il puisse avoir un toit, et ainsi de suite. Du coup, ça va alimenter mes motivations. J'ai transformé, on va dire, l'injustice en une source de motivation. Et à chaque fois, ça m'a toujours inspiré à être meilleur, parce que j'avais l'impression que si j'étais touché par une injustice, c'est que j'avais un peu mal fait, c'est que j'étais en mode... j'avais pas pris assez soin d'une certaine chose. Donc j'ai ouvert les yeux sur l'injustice en prenant la responsabilité plutôt que de la normaliser, à me dire non mais ça arrive pas qu'à toi et donc du coup c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. J'aime pas trop cet état, ce côté fataliste que certains peuvent avoir, en mode ils viennent te rassurer et ils sont en mode ah ouais mais tu sais moi aussi ça m'a fait ça.
En fait, quand je vais pas bien, j'ai pas du tout besoin que tu sois là en mode, moi aussi, je m'en fous, on va les couilles. Si j'étais dans l'état de t'écouter, crois-moi, je le ferais. Mais là, pour l'instant, ce qui m'arrive, j'ai besoin de le traiter et j'ai pas besoin de le comparer à quelqu'un d'autre en fait, qui me dit non mais t'inquiète, c'est comme ça arrive à tout le monde. Non, j'ai besoin de le prendre à cœur. Je le prends à cœur comme il faut et après j'en fais quelque chose qui me génère de la motivation. Mais ça implique d'être vraiment à l'écoute. Donc voilà en quoi je transfère l'injustice en une force. Toi, par exemple, Margot, l'injustice, est-ce que tu l'as déjà vécue et est-ce que tu as un traitement en rapport avec cette injustice? Du moins, est-ce que tu te souviens, une fois, de t'être senti un peu dans cette situation-là et de t'en être sorti? Bah alors comment? Il y a une période de ma vie où j'ai ressenti beaucoup d'injustice. C'est une période de ma vie où j'étais tombée sur des vidéos d'abattoirs. Bref, c'est voilà, vraiment des vidéos d'abattoirs. Et on voyait des vaches, enfin bref, je vais pas expliquer ce qui se passe dans les abattoirs, tout le monde le sait. Et en fait, là, j'ai ressenti un énorme sentiment d'injustice. En fait, je me suis dit, mais c'est pas juste, pourquoi ces animaux-là, ils ont le droit de souffrir, d'être pendus, d'être tout ça, alors que les animaux qu'on a à la maison, Alors que ils nous, sont... non. Alors que les hommes, nous, les animaux qu'on a à la maison, on n'a pas le droit de les pendre, de les martyriser. On peut pas tirer sur leur pénis pour les rendre insensibles. Moi, je trouvais ça... J'ai trouvé ça super injuste, en fait, qu'on leur fasse du mal, qu'on se trouve supérieur à eux et qu'on les utilise. Pour moi, ça, c'était injuste et j'arrivais pas à comprendre. Et du coup, à ce moment-là, dans ma vie, mon seul moyen à moi de lutter contre cette injustice, c'était de militer. Donc, j'ai fait partie d'associations qui défendaient le droit des animaux. J'avais arrêté de manger de la viande à ce moment-là. Et du coup, je faisais ma part, en fait, dans cette injustice. C'était une toute petite part, mais j'étais persuadée que si chacun faisait sa part aussi, on allait ensemble vaincre cette injustice et arrêter de faire du mal à ces animaux qui nous ont rien fait, et qui sont pas inférieurs à nous. Et ça c'était vraiment un sentiment d'injustice que j'ai eu. Et ça a été ton traitement vers l'injustice. Voilà, c'était de traiter l'injustice moi-même en fait, de faire justice. Mais donc tu dis... Je mangeais plus de viande à cette époque-là. Et donc du coup, maintenant, tu remanges de la viande, par exemple. Oui. Donc ça veut dire que... C'est une dissonance. Ouais, une dissonance, mais c'est surtout que t'as profondément fait la paix avec cette injustice, alors. Ouais. Parce que peut-être... Enfin, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que t'es pas la personne que je vois manger de la viande tout le temps. T'aimes ça, mais c'est pas non plus quelque chose que tu vas valoriser. Et je pense que t'es ok pour manger de la viande dans la mesure où c'est de la viande qui a vécu et qui a donné sa vie et son corps, mais après avoir bien vécu, quoi. Et c'est vrai que le sujet des abattoirs, c'est complètement... on confisque les libertés du règne animal et on en fait juste un pur produit, alors que de base, ça reste des êtres vivants. Et parmi ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui pourront être en mode non mais comment vous pouvez et tout. Et il y en a d'autres qui vont être en mode non mais c'est naturel chez l'homme de chasser, il a toujours fait et tout. Moi je pense qu'il y a... le cri de la carotte. Le cri de la carotte. On me disait ça quand j'étais végétarienne. C'est quoi le cri? Non, en fait, c'était des personnes qui me disaient ah mais attends, mais la carotte aussi, elle souffre, en fait, c'était vraiment, c'est la phrase bateau qu'on entend tout le temps. Okay, ouais. Bon, moi je pense que c'est un entre-deux. Quand on décide de manger de la viande, mais qu'on est respectueux de ça et qu'on n'est pas dans l'abus d'une consommation commerciale. Qu'on va chez des personnes que c'est leur métier par exemple, moi je trouve que il n'y a pas de contre-indication à manger de la viande. C'est pas ce qui est le plus nocif, c'est pas ce qui est le plus mauvais au monde. Par contre on devrait certainement améliorer le rapport qu'on a avec la nature et les animaux et les remettre à leur place surtout, parce qu'on profiterait à mon avis de viande bien meilleure. Non mais oui, c'est observé que dans
dans les cellules mortes qu'on ingère via la viande, déjà ça nous demande un temps de digestion beaucoup plus long, parce que notre corps, lui, il est rempli de cellules vivantes qui doivent transformer ces cellules, entre guillemets, mortes, pour l'intégrer à l'organisme. Donc c'est ce qui explique parfois, quand on a beaucoup mangé de viande, ce down, cet aspect un peu somnolent qu'on peut avoir, surtout si on a mangé beaucoup de viande le midi. Le petit coup de barre de l'après-midi, ça vient de cette digestion, que manger des aliments crus et vivants, généralement, ça va être plus rapide à digérer pour l'organisme, il a moins de transformation à faire. Du coup, c'est en ça que je considère que la viande, c'est intéressant, qu'on peut tirer aussi tous les nutriments d'aliments vivants et tout, mais par contre, il faut que ce soit varié, parce que quand on est que sur un seul modèle, le corps il peut pas, ça fait des milliers d'années qu'il est habitué à un autre régime, et notre corps, du coup, à mon avis, il a été habitué à recevoir les protéines et tout ce qui est en lien avec la viande. On peut faire une transition pour les personnes qui en ont envie, et je trouve ça très bien s'il y en a qui y arrivent et qui n'ont pas de carences et des trucs comme ça. Mais il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont eu des carences, il y en a qui n'ont pas su gérer, et qui du coup doivent adopter une alimentation plus variée. Et je pense qu'en laissant chacun choisir son cheminement sans chercher à imposer aux autres un mode de consommation, déjà pareil, on est plus dans le respect des codes de chacun, et donc on peut plus facilement après transformer les choses. Après, il y en a qui voudraient tout transformer et que plus personne mange de viande. Impossible. Et il y en a qui voudraient tout transformer et faire qu'on arrête ces conneries et qu'on remange de la viande comme ça tout le temps. Et c'est impossible aussi, parce que le traitement qu'on a de la viande aujourd'hui n'est pas sain. Et on n'a plus de rapport même avec cette viande, on la rencontre pas, on va pas caresser une vache ou un cochon, alors que c'est des animaux qui d'habitude sont là naturellement, tu vois, dans le monde. Donc on devrait pouvoir les rencontrer, tomber dessus et avoir une connexion avec eux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui notre consommation de viande elle est dégueulasse, c'est qu'on n'est pas connecté avec ce qu'on mange. Et je pense que juste une meilleure connexion avec ce qu'on mange, ça changerait la donne. Et ça ferait qu'on respecte pareil un peu plus ce monde. Et que du coup chacun pourrait respecter le code des autres. Pour en revenir du coup à l'injustice, on voit du coup par ce procédé-là et par cet exemple, que le traitement de la justice, il prend du temps, il demande de se positionner, et ce qui t'a servi, toi, à peut-être faire justice en toi, c'est de répondre à la situation, de militer, de faire un geste pour ça, et après... En fait, je me rends compte que c'était... En fait, je pensais réussir à vaincre cette injustice comme ça. Mais en fait, c'était encore pire, parce que quand je distribuais des tracts dans la rue, je me faisais insulter. Les gens, ils venaient me voir, des fois même, ils mangeaient de la viande face à moi, mais j'ai vécu vraiment... C'était en plein cœur de Montpellier, c'était très très dur, c'était pendant 2 ou 3 heures, même 4 heures, des fois, on restait comme ça, et les gens, ils nous insultaient. En fait, ils venaient nous voir pour nous insulter, voilà, pour nous dire qu'on racontait des bêtises, des conneries, voilà, et c'était... Ouais, c'était très dur. Et là, du coup, l'injustice, en fait, elle était décuplée. Parce que, en fait, là, c'était l'injustice envers aussi moi et mon choix de respecter ces animaux. Et en fait, je me faisais moi-même insulter. Donc, en fait, la justice, je l'ai trouvée plus tard par la suite. Quand j'ai compris tout, enfin, j'ai essayé de comprendre et chercher tout ce processus, et j'ai lu un tas de livres. Et aujourd'hui, quand je mange de la viande, j'essaie de le faire le plus possible en conscience et en comprenant qu'un animal a été sacrifié pour qu'aujourd'hui je me nourrisse. Mais je le fais vraiment, parfois même avec un petit peu genre une boule au ventre ou quoi, mais je me dis bah ok, merci. En tout cas, je remercie aussi cet animal d'être vivant pour que je puisse après le manger. On remercie plus, je te parlais du coup de connexion, on n'est plus connecté à ce qui nous entoure, c'est-à-dire qu'on n'échange plus avec les animaux qu'on mange. Et je pense qu'avant, quand on avait la capacité de croiser une vache de partout, de croiser des cochons, des trucs comme ça, il y avait un autre rapport, les enfants souvent peut-être jouaient avec, chose qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et ce rapport-là, il permettait d'être reconnaissant de la nourriture, en effet. Il y avait une vraie reconnaissance de merci parce que je peux manger, putain, heureusement qu'il a existé, heureusement que cet être est là. Et donc aujourd'hui, on est plongé dans un aspect qui est peut-être trop émotionnel, et qui nous fait perdre cet aspect gratitude, qui pourtant est extrêmement bénéfique pour le corps et l'esprit aussi. Savoir reconnaître, remercier, c'est savoir se connecter en fait.
Et c'est ça au final qui amène l'apaisement et qui nous permet de faire justice à l'intérieur de nous aussi. Ouais, c'est vraiment l'acceptation et ramener à la conscience quelque chose parce que, par exemple, quand on mange de la viande, des fois on se rend même pas compte que c'est un animal qu'on est en train de manger. On fait vraiment un clivage, une différence énorme entre le bout de viande et l'animal tout doux. Enfin, même quand on mange de l'agneau ou quoi que ce soit, jamais on imagine le petit agneau tout mignon. Et en fait, quand on ramène ça à la conscience, et bah, ça prend une autre perspective et du coup, on est aussi plus au clair avec nous parce qu'on sait pourquoi on le fait. C'est vraiment ce processus d'acceptation. Ouais. Donc on va revenir du coup de la colère à l'injustice à en fait cette part sombre qui est en nous. Et on a montré donc en quelques exemples avec la colère et l'injustice comment on pouvait répondre à ça, comment on pouvait aller au-delà de ce qui est noir en nous et comment le traiter. Moi quand j'analyse du coup, que je prends un peu de recul sur ce qu'on vient de dire, je me rends compte que pour l'injustice comme pour la colère, la manière qu'on a de transformer ces choses, elle tient au fait d'être présent dans ce qui se passe et d'ouvrir les yeux. Et c'est trop bien parce que du coup ce que tu m'as partagé pour l'aspect animal, tu m'as partagé ce qui s'est passé dans l'instant, comment tu as vécu le truc, comment les gens sont venus te voir, et tout un cheminement en fait. Et ce cheminement il a été possible parce que tu as été pleinement présente à tout ça, tu t'es pas éparpillé ou t'es pas allé dans un fanatisme, et c'est ça qui t'a permis de rester toi et d'en tirer tes propres conclusions aujourd'hui, qui fait que tu te positionnes pas à un extrême et tu as plus de facilité à être en accord avec toi face à cette part qui des fois peut être sombre. Pareil pour la colère, on voit que le traitement de cette colère que tu as qui est très sophrologue, c'est un aspect qui est traité avec une logique qui t'amène à rester pareil, présente. Déjà, un truc que j'ai envie de tirer de ce qu'on vient de dire, c'est que soyez présent quand il se passe quelque chose de noir et de mauvais, parce que vous allez avoir des solutions qui se présentent, vous allez avoir des opportunités pour rebondir et pour en tirer des leçons. Et le piège, c'est quand il se passe quelque chose de mauvais et de noir, quand vous êtes face à de la colère ou à de l'injustice, la plupart du temps, ce qui fait que vous perdez pied, et même ce qui fait que nous, on a perdu pied dans nos moments, et qu'on perd encore pied face à ce genre d'émotions, c'est l'oubli de nous-mêmes. Et c'est pour ça que je parle de présence, parce que vous n'êtes pas présent à vous-même quand il vous arrive ce genre de choses, vous vous laissez submerger parce que vous oubliez qui vous êtes un être capable de tirer des leçons de tout ça, capable de transformer ces choses-là, et c'est votre moteur principal qui est à l'intérieur, mais vous n'utilisez pas ce moteur, vous restez face à la situation, et vous restez dans l'oubli de votre capacité à réagir à ça. Et donc du coup cet oubli il provoque ce qu'on va appeler des pulsions, des choses qui nous submergent, et à cause de ça vous allez normaliser la situation et en faire quelque chose de quotidien. Ça arrive à tout le monde, non mais t'inquiète, c'est normal, c'est la vie. Et en fait ça c'est un piège pour moi. Donc déjà pour faire face à la noirceur, comment dealer avec ces parts de noirceur à mon avis, oser aller les affronter, et quand vous êtes dedans et que vous les affrontez, ne vous oubliez pas et rappelez-vous que vous pouvez les transformer, faire quelque chose de différent. Et quand les gens sont en face de vous en train de vous dire des trucs pour vous faire changer d'avis, généralement ça va renforcer votre position et éclaircir votre cheminement. Et ça va vous ramener à vous. Parce que vous aurez osé aller profondément défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc du coup ça va faire mûrir votre état d'esprit par rapport à ça. Mais si vous défendez pas ce qui vous tient à cœur, à mon sens, du coup, vous pouvez pas dealer avec vos parts d'ombre. Il faut savoir être entier quand on va faire face à son ombre, et c'est un peu ce qu'on va demander aux personnes ici, dans le programme Chrysalis. Maintenant, donc il y a l'ombre de nous-mêmes, plutôt comme on l'a abordé là, c'est-à-dire ce qui vient de nous et nos réactions, mais il y a aussi l'ombre qui vient de l'extérieur, et notamment du cadre dont je voulais parler au début. Des fois, on a des cadres qui nous mettent à l'aise, et quand on sort de ce cadre, on est inquiet et on a peur. Donc c'est plus une forme de peur que de colère ou d'injustice. Et sortir du cadre, ça nous fait peur. Mais c'est aussi ce qui va vous amener à traverser les ombres en fait. Parce que dans un cadre, tout est beau, tout est lumineux, vous connaissez, et au moins vous êtes rassuré. Et ce qui est important du coup, c'est de savoir sortir de ce cadre, parce que sinon vous connaîtrez jamais l'ombre, vous connaîtrez toujours qu'une partie de vous, et pas l'autre côté. Et il faut savoir sortir du coup des cadres que vous vous êtes imposés, telle heure, tel jour, telle durée, tel timing. Il faut vous dire, ok, ça va pas être comme je m'attendais, ça va pas être comme ce que je pensais. Des fois vous arrivez avec des a priori ou des critères dans vos relations,
vous êtes là en mode « Ah, c'est génial, telle personne, elle est comme ça ». Et en fait, au fur et à mesure, vous vous rendez compte des parts lumineuses, mais aussi des parts d'ombre de cette personne, parce qu'on ne peut jamais vraiment cacher l'ombre, en fait, on la voit toujours. Quand on se rend compte de ça, après, ça devient moins beau, et on est là en mode, ouais, bah, c'est normal, c'est toujours beau au début, et après, voilà, non, c'est pas normal, c'est pas normal du tout. On est censé, à mon sens, pouvoir rendre les choses de plus en plus joyeuses, et belles, au fur et à mesure qu'on s'accepte dans notre lumière comme dans notre ombre. Donc, il est nécessaire pour moi de briser le cadre et de ne pas vous attendre à quoi que ce soit. Et c'est valable pour la vie de tous les jours, mais aussi du coup pour le programme Chrysalis. On s'est mis d'accord avec tout le monde pour l'horaire la dernière fois. Et la plupart étaient assez conciliants sur l'horaire. Une personne avait une exigence pour que ce soit bien à telle heure. Et je trouve ça bien, parce que du coup, tout le monde va aider à cette destruction du cadre au fur et à mesure, parce que la plupart sont disposés à nous suivre, à faire confiance un peu aveuglément. Certains, du coup, ont besoin de ce cadre et ils nous le rappellent, mais ils vont quand même perdre pied au bout d'un moment, c'est obligé, parce que le cadre qu'on a construit, il est fait pour venir déconstruire d'autres petits cadres intérieurs, de sorte à permettre de s'explorer à travers nos ombres. C'est aussi pour ça qu'on se met dans une chrysalide. C'est pour pas mélanger ça avec l'extérieur, parce que pendant qu'on se transforme, on a besoin d'être qu'avec soi-même. Mais on met aussi les gens en lien avec des personnes qui pourraient être leurs antagonistes complètement, en fait. Des opposés complets, qui pourraient être des personnes vers qui ils vont pas dans la vie de tous les jours. Et c'est cette forme-là d'antagonisme qu'il peut y avoir au sein du groupe, j'aime bien. Ils vont pas retrouver vraiment le méchant chez l'autre, mais ils vont voir que l'autre a pas besoin d'un cadre et que eux oui. Et donc du coup ça correspond pas aux mêmes valeurs, et donc du coup c'est en ça que ça va être intéressant, parce que ça va briser des cadres, des petits cadres entre eux. Ils vont voir que d'ordinaire ils ont des attentes et des appréciations, mais là tout le monde est d'accord pour qu'il n'y ait pas ces appréciations et ces attentes là. Donc du coup ils vont pouvoir se dire ah ben je peux les lâcher puisque personne n'attend ça non plus. Donc je suis pas obligé d'être aussi exigeant, et ainsi de suite. Donc moi je trouve ça intéressant. Et c'est en ça que je voulais toucher le sujet de l'importance de se confronter à notre ombre. Voilà. Je trouve que ça a bien résumé. C'est ça que je voulais surtout cibler par le fait d'aborder ce sujet. Je trouve que c'est important de se confronter à son ombre, parce qu'en fait on l'a mis au point dans ce programme, et ça fait partie de la vie aussi quotidienne, et on s'en rend pas compte. Souvent dans la vie quotidienne on va tomber par facilité dans l'oubli, dans la normalisation comme on en a beaucoup parlé, mais là dans le programme c'est pas le sujet, et on est là pour bouger un peu ce cadre. Qu'en penses-tu toi de l'importance de se confronter à cette ombre? Quel sens ça a pour toi, et est-ce que tu trouves justement que c'est important de se confronter? Bah, déjà, quand tu parles du cadre, moi je l'associe beaucoup à la zone de confort. En fait, j'associe la zone de confort à... En fait, visuellement, je fonctionne beaucoup avec des images. Je l'imagine un peu comme une bulle. Et en fait, les contours de cette bulle, donc là où il y a le savon, et ben en fait, c'est vraiment la peur. En fait, et pour sortir du coup de la zone de confort, on est obligé de franchir la peur. Et il y en a beaucoup qui restent en fait dans cette zone justement parce que passer par la peur, pour eux, c'est impossible. En fait, pour sortir de cette zone, on traverse la peur, et après, du coup, on peut avoir accès à nos ombres. Et c'est en ayant accès à nos ombres qu'on peut évoluer, parce qu'on apprend d'elles. Quand les ombres, elles sont refoulées dans l'inconscient, quand elles sont vraiment intériorisées, bah, du coup, on n'a pas accès à elles et à toutes les capacités aussi qu'elles peuvent nous donner. Parce que nos ombres, nos parties d'ombre, nos parties de lumière, elles nous façonnent. C'est les deux polarités un peu de qui nous sommes, tu vois. On est 50% notre ombre, 50% notre lumière. Et si on prend conscience de notre ombre, bah, du coup, on prend conscience de qui on est en totalité. On n'est pas que la lumière, on n'est pas que le côté positif. Souvent, c'est ce qu'on a tendance à vouloir montrer aux autres. Moi, je suis comme ça, nanana. Mais en fait, pas du tout. On est aussi notre côté opposé. Les personnes qui font ça s'essoufflent toujours et arrivent à un point où les personnes qui se laissent aller souvent à un côté trop solaire, ça finit toujours par les bouffer, et tôt ou tard, il y a un revers. Ce revers, c'est d'un coup un down qui fait que la personne n'est plus du tout solaire et a beaucoup de mal à revenir dans ce côté-là, parce qu'elle se sent même déçue d'elle-même, comme si elle ne s'était pas respectée aussi, et elle ne comprend pas d'où ça vient. Parce qu'elle se dit, toute ma vie, j'ai essayé d'être la meilleure version de moi-même, d'être positive, de donner de l'énergie à tout le monde, et elles se rendent compte qu'elles ont tellement peu reçu en retour, peut-être
Si on peut comparer le côté positif et le côté négatif qui est en nous à cet aspect qui donne et qui reçoit, parce que c'est un équilibre qui peut faire écho, bah peut-être que certaines personnes ont fait que donner et n'ont pas reçu. Après, pour moi, donner et recevoir, ça fait partie vraiment, on peut donner et recevoir dans le négatif et donner et recevoir dans le positif. Mais dans le positif, quand on a fait que donner, quand on a été que solaire, des fois on a très peu reçu de cet aspect positif, et ça fait naître un aspect négatif qui est énorme, et donc du coup qui compense de ouf. J'en suis l'exemple même, hein. La personne hyper positive, solaire et tout, pendant des années, j'ai montré que cette facette. Et ça répondait à des conditionnements, je l'ai bien compris par la suite. Et après, quand j'ai commencé à découvrir mes ombres, je me suis dit, ah mince, mais ça répond plus du tout en fait à cette personne solaire que je veux montrer aux personnes, cette personne toujours positive. Et en fait, j'ai appris du coup à dealer avec en les acceptant et en me disant, ah mais non, mais en fait, ok, bah j'ai aussi cette polarité où des fois, bah non, des fois je suis pas contente, des fois je souris pas, des fois je pleure. Et en fait, en l'acceptant, bah, du coup, c'est là que voilà, je suis aujourd'hui le plus près de ce qui je suis. Il y a encore beaucoup de travail, je le sais, et de toute façon, on travaillera jusqu'au jour où voilà, on partira. Je tiens quand même à préciser que c'est pas juste l'accepter en mode je suis énervé, que ça vous plaise ou non, tu vois, parce que des fois, en fait, ça va peser aussi sur les gens. Il faut savoir accepter ses parts d'ombre sans que ça pèse sur les autres, entre guillemets. C'est pas un truc dont on doit se soucier, parce que sinon on va être là en mode oh, faut que je fasse attention. Mais par contre, il s'agit de savoir s'isoler quand on a besoin de prendre en compte tous ces aspects. Et quand on est fidèle à un aspect de nous-mêmes, ok, il n'y a pas de souci pour venir au milieu des gens, en fait, et on est responsable de cet aspect-là, donc on va pas déborder sur eux. Si on se sent capable de déborder sur les gens, c'est notre responsabilité, à mon sens, que de prendre du recul, de l'écart, et de se retrouver seul. Et ça, c'est très important à comprendre. Il faut accepter et oser se retrouver seul. Et demander cette solitude, même l'imposer si jamais il y en a qui ne comprennent pas, leur dire non, cette fois-ci je suis seul, parce que c'est ce qui va éviter que cet aspect négatif il soit trop débordant. Et moi je sais que j'ai vu des personnes des fois être là dans l'acceptation de leur part d'ombre, mais qui ne pouvaient pas accepter leur part d'ombre sans en faire la démonstration aux gens. Et donc du coup ils étaient là en mode je suis qui je suis, vous m'acceptez tel que je suis. Donc en fait ils voulaient forcer les gens à accepter leur part d'ombre. Et c'est pas bon non plus. C'est pour ça que je pense qu'il y a dans ce processus d'acceptation une nécessité de se retrouver seul pour pouvoir intégrer et accepter pleinement les choses. Parce que seul, on est vraiment face à l'entièreté de ce qui se passe. Et ok, on va ruminer des fois, mais par contre, on va pouvoir vraiment avoir une vision plus claire. Et ça va vraiment nous faire du bien du coup quand on reconnecte avec des personnes qui sont ce qu'on était avant, c'est-à-dire solaires, positifs et tout. Et on va être en mode ah ok, je peux retrouver de l'énergie chez les autres plutôt que d'en apporter, ça me fait du bien. Parce que j'ai pris le temps d'avoir du recul, de pas déborder sur tout le monde, j'ai pris du temps pour moi et ça m'a fait du bien, donc je suis plus à même de recevoir maintenant que je l'ai jamais été avant. Parce qu'avant, je donnais et si je donnais pas, ça allait pas. Donc du coup, ou si les gens recevaient pas ce que je donnais, ça allait pas non plus parce que je me souciais d'eux et je me disais putain ils sont pas heureux, il faut que je fasse mieux. Donc il faut arriver des fois à prendre du recul, aller tout seul, se rendre compte que on a besoin d'exprimer des fois un manque, une peur, une colère, peu importe. Accepter ses parts d'ombre sans animosité, savoir la gérer, être en contrôle de ces choses-là. Enfin, en contrôle, c'est un mot qui des fois peut avoir certaines connotations, mais je m'entends. Quand je parle de contrôle, c'est vraiment la personne qui est responsable de ça. Et pour moi, ceux qui débordent sur les autres, de par leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ne sont pas en contrôle et en maîtrise de leurs émotions. Voilà. C'est juste ça que j'ai dévié un peu, mais c'était... Très intéressant. C'était ça. Très intéressant, mais après, je sais plus qu'est-ce que tu as dit à un moment, mais sur quelque chose qui nous dérange chez une personne. Je sais pas comment tu l'as amené, mais en fait, souvent, ça parle de nos propres ombres. En fait, quand quelque chose nous énerve chez quelqu'un, et bah, c'est en fait en miroir avec nos propres ombres. Qu'est-ce qui nous énerve chez nous et qui est caché, en fait, qui est enfoui. Et du coup, c'est très intéressant, en fait, de voir même le rapport qu'ont les personnes entre elles. Et justement, quand il y a des conflits, etc., ou quand une personne fait ça, et pour nous, c'est inenvisageable que cette personne fasse ça, alors qu'en fait, elle parle de nos ombres à nous. Voilà. Bien sûr. Ouais. Il y en a qui s'amusent à ça, à être parfois même manipulateurs. Ça je le dis parce que j'ai pu l'être aussi, de voir qu'une personne réagit en face
et que ça la déstabilise parce qu'on fait ressortir un aspect d'elle qui est noir, je me suis vu des fois en jouer, pas de la bonne manière. Ce qui fait que la personne se rendait compte, elle était là en mode mais pourquoi je me sens si mal alors qu'en fait c'est moi qui tirais sur la corde d'un truc Ouais, bravo. non mais des fois c'est inconscient en fait. On sait que telle action ou tel mot va faire peser la culpabilité ou le doute chez certaines personnes, et on l'a tous vécu d'une certaine manière. Et donc pour en revenir à cette notion de miroir, là où ça peut être malsain, c'est que du coup tu as parfaitement conscience que l'autre en face de toi c'est un miroir, mais tu te dis s'il le comprend aussi, alors je vais m'amuser à être un miroir mauvais, comme ça, voilà. Et c'est là que des fois que ça prend des dérives, parce qu'il y en a, ils sont dans cet aspect provocation. Et ils sont sans arrêt en train de te mettre au défi. Et ça, c'est fatigant aussi. J'ai vu que ça avait essoufflé beaucoup de mes relations. Et même moi, je me suis essoufflé dans des relations où d'autres faisaient ça avec moi. Et ils étaient là en mode bah ouais, mais si ça t'énerve, c'est parce que c'est ton miroir, t'as qu'à t'occuper de ton truc et pas t'énerver. Et du coup, j'étais là en mode ah ok, ça joue comme ça en fait. Donc ouais, faut prendre ses responsabilités. Je le rappelle toujours, c'est vraiment une notion qui est très très importante si on veut produire quelque chose de sain en tout cas, et avoir un développement sain qui est dans un épanouissement exponentiel. Parce qu'à mon sens, quand on fait le yo-yo avec une compréhension, puis après qu'on tourne cette compréhension à notre avantage, on transforme cette compréhension en quelque chose de malsain, et donc du coup on tourne en rond sur notre ouverture. Et notre ouverture, on a l'impression d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre de nouveaux trucs. On est là en mode ouais, c'est super pour mon ego, je deviens un ouf. Et en fait, le peu d'applications qu'on a reflète très bien qu'on n'intègre pas. Et on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on tombe de haut sur certains aspects, certaines situations, certaines relations. Et moi je dirais qu'à force d'avoir expérimenté l'ombre, entre guillemets, à force d'avoir fait face à elle et à force d'avoir considéré l'importance de faire face à mon ombre, j'ai pu apprendre qu'il y a des choses qui me faisaient tourner en rond, il y a des choses qui sont faciles à faire, qui sont faciles à répéter et à reproduire, il y a des schémas qui sont des pièges mais qu'on aime aussi répéter par confort, et tout ça c'est nocif. Ce qui fait la différence dans le fait de faire face à son ombre, c'est le fait justement d'en tirer quelque chose, de prendre en compte ce miroir entre guillemets, mais que ça reste personnel avant tout. Je pense qu'il y a trop de partage, des fois, qui ne devrait pas se faire. On devrait plus être en mode j'intériorise, j'intègre, et après le partage il se fera naturellement, parce que je tomberai dans une conversation avec quelqu'un où il n'y a plus d'animosité, où on est là en train de discuter de ces choses librement, et enfin je peux les libérer, parce que je j'ai pas de ressentiment ou de colère à exprimer ces choses là. Par exemple, quand j'en parle avec toi, je suis pas du tout énervé, je suis pas du tout en train de m'en vouloir, je suis pas du tout en train de culpabiliser de ce que j'ai pu faire ou quoi. Je me sens beaucoup plus à l'aise du fait de parler que j'ai été de tel côté puis de l'autre, parce que je me rends compte que ça fait de mon parcours un parcours plus humain. J'ai une question. Selon toi, d'où viennent nos ombres ? D'où viennent nos ombres ? Parce que tu dis qu'on a une part d'ombre, etc. Mais en fait, d'où ça vient ? Pourquoi on a cette part d'ombre ? L'être humain, il est complet en étant le reflet de la création tout entière. Voilà. Sans être trop religieux ou quoi, il y a vraiment ce principe si on remonte à la création du monde, qu'est-ce qu'il y avait avant que tout ça existe, avant que la matière existe, avant par exemple le Big Bang pour les plus scientifiques d'entre nous, ou avant la création par Dieu pour les plus religieux d'entre nous. En fait, depuis ce début, à mon avis, il y a eu quelque chose qui s'est scindé en deux, qui était une seule et même chose, et pour se connaître, elle a généré ce qu'elle n'était pas. Donc à mon sens, l'ombre, c'est ce que nous ne sommes pas, et c'est ce que nous devons apprendre à connaître. On doit apprendre à connaître ce qu'on n'est pas, pour mieux accéder à ce qu'on est vraiment. Voilà ce que c'est pour moi l'ombre. Tu vois un peu ? C'est une grosse question. C'est une grosse question. Et du coup, d'y répondre en quelques mots, c'est dur. Donc, qu'est-ce que tu es ? Ce que je suis, c'est cette part qui vient du tout. Et si elle vient du tout, alors tout est possible pour elle. Mais quand j'oublie que je viens du tout, quand j'oublie que je viens de la création tout entière,
quand j'oublie que je viens de tout ce qui existe, quand j'oublie que la matière de mon corps, elle vient en fait, de la poussière de l'univers entier qui se sont entrechoqués et qui ont produit les conditions nécessaires à la vie, tu vois. Quand j'oublie tout ça, quand j'oublie cette capacité qu'a eu la vie de traverser des épreuves beaucoup plus folles que nos pauvres petites situations, et ben du coup, je redeviens ce que je ne suis pas, c'est-à-dire l'opposé de ça, l'opposé de ce que la vie a fait, c'est-à-dire se créer, se renouveler et prospérer. Donc quand je suis l'opposé de la vie, je ne suis pas moi. Quand je suis dans la vie et que je décide de vivre, je suis moi. Voilà. Ok, c'est très intéressant. Bon, en vrai, c'est super long ce podcast, on s'arrêtera plus, j'ai l'impression. On va parler pendant 4 heures. Mais c'est intéressant quand tu dis que tu n'es pas ton ombre. Parce que moi, je suis pas d'accord. Ah ouais ? Ouais, je suis vraiment pas d'accord. En fait, notre ombre, déjà, pour moi, elle est créée, elle est logée dans notre inconscient un peu. Tu vois, on a la partie consciente, la partie inconscient. Et d'ailleurs, il y a Jung qui en a parlé beaucoup, mais bon, ça, je vais pas revenir dessus. Mais ceux qui veulent s'intéresser aux travaux de Carl Gustav Jung, là, le psychiatre, psychanalyste et tout, qui a fait des grosses recherches là-dessus. Lui, il explique que l'ombre, en fait, c'est tout ce qui est refoulé dans l'inconscient, tous les interdits. En fait, tout ce qui, depuis notre enfance, à peu près vers l'âge de 3 ans, on nous dit, bah non, ça, c'est interdit, ça, tu le fais pas, ça non plus, ça correspond pas aux valeurs qu'il faut, etc., etc. Et en fait, nous, en tant qu'humains dotés d'un mental aussi, on a une âme et un mental, et en fait, notre mental, lui, il veut se conditionner à la société, se conditionner à nos pères, se conditionner à tout ce qui nous entoure pour être, pour exister, être aimé, enfin tous les conditionnements vraiment liés au mental. Et en fait, tout ce qui n'est pas dans les normes, tout ce qui est un peu interdit, ça va aller dans l'ombre, dans l'inconscient. Oui, mais alors dans ce sens, je te rejoins. Et oui. Parce que ce que j'ai voulu dire, c'est pas je suis pas mon ombre. En fait, c'est mal dit. C'est plutôt l'ombre, ça va être l'opposé de ce que je suis. Voilà. C'est parce que ça intègre aussi. Mais c'est ce que je suis pas dans le sens où je me reconnais pas dans les réactions que j'ai dans l'ombre, tu vois. Bien sûr. Mais par contre, le moyen que j'ai de me reconnaître dans l'ombre, c'est de ramener cette part de moi qui a conscience des opposés, entre guillemets. Voilà, en fait. Voilà. Ouais. Là est le travail, en fait. Complètement, là est le travail, parce que quand tu prends conscience de ton ombre, effectivement, notre ombre, elle est souvent à l'opposé de qui nous sommes. En fait, tout ce qui aura logé dans notre ombre et notre inconscient, c'est l'opposé de qui nous sommes, et d'ailleurs ce que nous détestons chez les autres. Et du coup, prendre conscience de ça, prendre conscience que ça fait partie de nous, de le mettre à la conscience, en fait, c'est surtout de passer de l'inconscient à la conscience, et en les laissant dans la forme de pensée aussi, que du coup ces parts d'ombre restent dans la pensée et elles se mettent pas dans la matière par nos comportements et nos actes, parce que je trouve que quand nos ombres elles sont mises du coup dans nos comportements et nos actes, quand elles sont logées dans l'inconscient bien sûr, c'est là qu'on va avoir des actes manqués, qu'on va faire des lapsus, qu'on va vraiment être c'est notre comportement lui-même qui va déterminer nos ombres. Que si on en prend conscience et qu'on les laisse sous forme pensée, et ben en fait le travail est déjà fait, parce que on est beaucoup plus au calme et beaucoup plus au clair avec qui nous sommes. Genre ok, bah j'ai des parts d'ombre comme ça, bah c'est ok, ça fait partie de l'humain, c'est logé dans mon mental, voilà, ça fait partie intégrante de qui je suis, et c'est ok, je suis ok avec ça. Il n'y aura pas de passage à l'acte ou quoi, mais c'est des pensées. Moi ce que j'aime face à ça du coup, c'est me dire ok, j'ai pris conscience que cette part d'ombre elle est en moi, putain c'est quoi l'opposé de ce truc ? Et du coup, je cherche et je trouve toujours la situation opposée à cette réaction. Et généralement, je m'énerve dans le fait d'aller dans la direction opposée. Je suis en mode, oh waouh, je suis tombé dans le panneau d'aller dans cette direction et de croire que c'était ce que je voulais. Oh, je vais plus me décevoir parce que j'ai l'impression d'avoir déçu mon âme, tu vois, cette part intérieure profonde qui sait ce qu'elle veut. Et donc du coup je me dis non, je vais respecter qui je suis et je vais aller loin dans l'autre direction, loin dans ce qui va à l'opposé de ça. Je me suis, par exemple, je donne un exemple bidon, par contre ça m'est jamais arrivé, mais je me retrouve un matin à tabasser mon chien, tu vois. Et prise de conscience de fou, le miracle me tombe dessus et je vois l'acte, ce qu'il a fait au chien, ce que ça a produit à l'extérieur, comment c'est perçu et des trucs comme ça.
Je reviens, je sais que l'opposé de ça, c'est de prendre soin des animaux. Je reviens et je suis à fond en mode le prochain que j'ai, mais je lui donne tout l'amour possible, je le chéris, je suis là avec lui, je renverse toute la vapeur, je vais aller dans une direction opposée à fond, mais pour toujours, tu vois. Et plus on prend conscience fermement d'une part d'ombre, entre guillemets, plus à mon avis notre âme, elle est là et elle est en mode oh putain, je suis déter de ouf pour aller faire l'opposé, quoi. À mon avis, si on croit au principe de réincarnation, tu vois, c'est pas la première fois que notre âme, elle connaît ce truc-là, de remonter au ciel, de se rendre compte qu'il y a telle chose et telle chose qui sont pas vraiment ce qu'elle a voulu exprimer, et de replonger dans la matière, malgré la dureté, malgré l'épreuve que ça représente, malgré toutes les difficultés, elle a trouvé après la motivation de revenir pour aller dans une direction totalement opposée, en prenant des paramètres totalement opposés aussi. Le mec qui a vécu du coup en étant un bourreau, ça se trouve il s'est réincarné en étant une victime, tu vois. Et ça pour moi c'est un truc qu'on peut pas maîtriser, c'est l'âme qui le décide. Elle veut toujours se connaître et savoir quelle direction prendre pour être le plus possible proche de ce qu'il a créé, et donc de la source et de l'origine de la création. Ça, moi, l'image que j'avais de base pour représenter ça, cette opposition, c'était l'idée que au début, il n'y avait que l'amour. Et l'amour ne pouvait pas se connaître parce qu'elle était amour de partout, tout le temps. Elle n'avait pas conscience de ce qu'elle était. Et pour se connaître, elle a créé l'opposé de ce qu'elle est, c'est-à-dire la peur. Et donc de l'amour naît toutes les émotions positives qu'on connaît, mais de la peur naît toutes les émotions négatives qu'on connaît. Et c'est grâce à la peur que l'amour a pu se connaître. Donc l'ombre peut être célébrée et accueillie dans l'idée où on se rend compte du sens qu'elle a. Mais adhérer à l'ombre, juste pour adhérer à l'ombre, c'est un piège aussi. À mon sens, c'est un cheminement qu'on fait, de partir loin de la source, de partir loin de l'amour, loin de cette origine, pour plonger dans l'opposé, parce qu'on sait qu'après le retour, il va faire que quand on sera revenu, on sera beaucoup plus conscient de ce que représente l'amour, de ce que c'est vraiment que l'amour. Que quand on est né dans l'amour, par exemple, on est là en mode bah, c'est l'amour quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien de... c'est normal, tu vois. Alors en fait, quand on a traversé tous les ténèbres, après on revient et on dit ah, l'amour, c'est un truc de fou. L'amour, c'est vraiment un truc, c'est un banger en fait. Et je pense qu'on fait des va-et-vient considérables tout le temps. Et qu'on soit croyant ou non, ce sentiment, on peut le retrouver même à l'échelle physique, dans le rapport qu'on a avec ce qui nous entoure. Il y a plein d'aspects. Si jamais on entreprend une discipline, au début, on est en mode mais pourquoi je prendrais soin de mon corps ou des trucs comme ça. Et en fait, quand on a pris soin de son corps pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on est en mode ah mais les répercussions sont folles, je comprends pourquoi prendre soin de mon corps. Parce qu'en fait, je me sens beaucoup mieux dedans. Donc en fait, on donne du sens aux choses en allant vers elles. Vous allez donner du sens à votre vie, à la lumière, à ce que vous cherchez à exprimer de positif aux gens, vous allez donner du sens à ça en allant dans l'ombre, dans ce qui vous fait peur, dans ces parts de vous qui des fois même vous répugnent, et sans forcément devenir la mauvaise personne ou le bourreau, juste de s'en approcher et de voir ce dont vous êtes capable sans passer à l'acte, suffit pour prendre conscience de la direction que vous voulez choisir. Et après, ce qui compte, c'est de vous engager dans la direction opposée, de fournir des efforts, et à force, vous serez là en mode mais je comprends pourquoi j'ai fait ce choix. Et si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez fait tel choix, alors reconsidérez vos directions, repartez dans l'ombre, replongez, et ainsi de suite. N'ayez pas peur de faire des va-et-vient et évitez de normaliser. Parce que quand vous normalisez, quand vous dites que c'est comme ça, c'est la vie, il y a des hauts et des bas, en fait vous restez au même endroit, au même point, entre l'amour et la peur, entre la vie et la mort. Et vous avez ce goût de la vie qui est un peu comme une sorte de destin inchangé, inchangeable. J'insiste sur ce message de tout cœur. Arrêtez de normaliser les choses, ce n'est pas normal si on vous chie dessus, ce n'est pas normal si on vous taxe, ce n'est pas normal si on vous prend vos biens, ce n'est pas normal si on vient chercher ce qui vous revient de droit, ce n'est pas normal qu'on soit de plus en plus esclaves, ce n'est pas normal qu'il y ait de plus en plus de conditions qui poussent les gens à se méfier les uns des autres. Tout ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans la vie de dire ah ouais, ben je me lève, ah ben tu sais le taf, j'aurais préféré rester chez moi. Ce n'est pas normal en fait. Vous ne devez pas considérer comme normal ces choses que tout le monde normalise. Quand vous entendez les gens parler par automatisme, faites attention parce que ça devient vos propres automatismes, ça crée aussi votre réalité et ça vous fait rester dans le même entre-deux que tout le monde. Choisissez bien ceux avec qui vous vous entourez.
Choisissez des personnes qui ont à cœur de progresser autour de vous et devenez aussi pour les autres cette personne qui a à cœur de progresser, d'aller profondément dans les choses, d'aller avec sincérité dans l'ombre comme dans la lumière et vous en tirerez des bénéfices de fou. J'ai quelque chose à rajouter par rapport à l'ombre et la lumière. En fait, quand tu as parlé, j'ai eu une sorte de révélation où en fait tu parlais d'un gars, mettons, qui tabasse son chien et qui en fait en le tabassant, il s'est rendu compte du coup de sa part d'ombre horrible de mec qui fait du mal aux animaux. Et par la suite, du coup, ça a révélé sa lumière en mode ah bah non, mais du coup, mon animal, je vais le chérir et genre le prochain, je vais encore plus le respecter, etc. Donc en fait, c'est un peu comme s'il fallait plonger dans notre ombre pour révéler notre lumière. Vu qu'il existe, fait toute chose existe avec son contraire. En fait, toutes nos ombres, elles seraient là aussi pour nous indiquer, bah ok, là j'ai cette ombre-là, mais ça veut dire que j'ai l'opposé aussi. Et j'ai l'opposé en plus fort encore. Et après, à savoir jauger, est-ce que je mets mon énergie dans cette ombre ou est-ce que du coup je la mets dans la lumière? Mais dans tous les cas, c'est la même énergie. Et c'est comme du coup l'amour et la peur qui sont les opposés dans notre vie au quotidien. Qu'importe nos comportements, nos pensées, ce qu'on est en train de faire, c'est soit dans l'amour, soit dans la peur. Et c'est impressionnant quand on s'en rend vraiment compte. D'ailleurs, l'amour ou la peur, on peut aussi dire soit on est dans le cœur, soit on est dans le mental, ou dans l'âme ou l'esprit. En fait, chaque chose existe avec ce contraire-là. Et c'est nous qui décidons là où on met notre énergie. Sur la balance, en fait. C'est vraiment... ouais. C'est mon dernier mot. Bah écoute, je te remercie Margot, merci pour cet échange, c'était cool. Merci à vous de nous avoir écoutés. Encore une fois, c'est un podcast qui dure 1 heure. Et du coup, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouvez comme d'habitude les liens en description pour le Insta de Margot et mon Insta à moi. Vous avez aussi l'espace commentaire pour vous exprimer. On n'a pas pris le temps cette fois-ci de répondre. Il y avait eu 2-3 commentaires sur les anciens podcasts. On y répondra plus tard parce que ça concerne des sujets qu'on voudrait aborder, mais plus tard. Et pour l'instant, on essaie d'accumuler une base de commentaires aussi. On va pas répondre que à un commentaire par-ci, un commentaire par-là. Voilà, on attend que vous soyez plus nombreux à avoir de la demande et en tout cas on est très reconnaissant pour les gens qui nous font le retour que le podcast ça leur sert, qu'ils l'écoutent. Il y en a qui nous disent qu'ils ont écouté une partie à un moment et l'autre partie plus tard, ce que je comprends parce que c'est vrai qu'on parle de pas mal de choses et des fois ça peut vous demander de faire une pause puis après d'y revenir. Voilà, soyez libres d'écouter ce podcast comme bon vous semble, prenez votre temps. Si vous n'avez pas le temps, prenez un morceau de ce temps et prenez un autre morceau plus tard. Vous pouvez vous donner les moyens d'écouter ça en toute liberté comme bon vous semble, sans que ça empiète sur votre vie quotidienne et on est content de pouvoir vous offrir ce format-là. Moi je suis plus content parce que ça correspond mieux à ce que je voulais transmettre que de faire des pubs Insta ou sur les réseaux. Je suis plus à l'aise de vous partager ma vision en ayant le temps de le faire ici. Donc merci pour votre écoute, merci Margot. Merci pour ce moment et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast et du coup pour vous tenir aussi au courant de la suite du programme Chrysalis, de comment il se déroule. À très très bientôt mes chers, namasté. À bientôt. Bisous. Il n'y aura pas de timing, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de... Ouais, mais j'ai pas envie de faire 2 podcasts. Tu vois, j'ai envie de faire aussi un podcast de plus en plus long, bas les couilles, tu vois. Et un coup, le podcast, il durera 20 minutes. Non, ça peut être un podcast plus long.